Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Cold Blood Legacy, la mémoire du sang. Il est réalisé et scénarisé par Frédéric Petitjean. Il est sorti au cinéma le 15 mai 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale puisqu'il est en anglais. C'est une coproduction américano-française qui a été tournée donc entièrement en anglais. Alors, j'aurais pu présenter ce film en disant que c'était le dernier Jean Reno movie. Il n'y a pas vraiment de Jean Reno movie. On peut pas lui enlever le fait que voilà, il a une carrière relativement éclectique. Il a fait des choses assez différentes. Oui, il a un style de film d'action où c'est un peu lui le personnage principal, un style de film d'action thriller comme ça, où il revient régulièrement et il est tout à fait correct. Mais bon, voilà, je n'irai pas jusqu'à qualifier que c'est un type de Jean Reno movie. Les films sont vendus avec son nom, mais ils sont quand même relativement variés. Voilà, c'est juste le dernier film de Jean Reno qui est sorti, tout simplement, parce que là, ce serait vraiment déplacé de commencer cette review en disant que c'est un type de film qui est vraiment fait pour Jean Reno. C'est plus dense que ça, il me semble. Donc, on a un peu vu ce film par défaut avec ma femme, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film français au cinéma. Donc, on y allait, on va dire, avec une appréhension moyenne, parce qu'on avait bien aimé ce qu'on avait vu dans la bande-annonce. C'était un petit peu ces genres de films où on se laisse un peu tenter. Et ça fait toujours plaisir de voir le cinéma français tenter des films de genre. Le dernier que j'avais vu au cinéma, ah voilà, maintenant le titre me revient plus. C'était pas mal du tout. J'avais fait une micro-critique dessus, je crois que c'était Anti-Gang, qui était pas mal du tout. Avec Alban Lenoir notamment, qui était très sympa dedans. Jean Reno de nouveau. Mon copain là qui joue dans Mafiosa, mais j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y avait un casting jungle et tout ça, le film avait de bons petits côtés. J'avais été un peu dur dans ma critique de 2 minutes, vous pouvez la retrouver, elle est en audio sur YouTube. Vous pouvez probablement la retrouver très facilement. Mais là maintenant avec du recul, peut-être qu'il faudrait que je le revoie, parce que ce film était quand même sympathique sur plein de points. Là je vais peut-être refaire un petit audioblog histoire de me contredire plusieurs années après, on verra. En tout cas, c'était l'un des derniers films français de genre que j'avais apprécié au cinéma entier, donc j'avais trouvé ça tout à fait sympathique. Et ensuite, il y avait le très sympathique Night Fair de Julien Siri, avec Jess Liaudin dans le rôle d'une sorte de tueur implacable. C'était pas mal du tout comme film. Enfin, l'idée était pas mal, l'acting était juste pas possible, les acteurs étaient juste pas possibles. Hein. Vraiment, à part Jess Liaudin, je trouve que ça ramait terriblement. Mais l'idée du film était très bon, et c'est un film qui montrait très très bien à quel point il faut un bon casting pour que ça roule, et une direction d'acteur qui va à l'avenant. Il faut que les deux aillent ensemble, et c'était encore un gros défaut de ce film-là de Julien Siri, qui est un mec que j'aime bien, honnêtement, mais qui, à mon avis, propose trop souvent des films avec des défauts de jeu d'acteur, qui à mon avis a des soucis dans la direction d'acteur. Pas dans la cinématographie, pas dans le fait de faire du film, il est vraiment, tu sens qu'il est doué le gars, mais il aurait tout intérêt à mon avis à faire vraiment progresser sa perception du jeu d'acteur et sa manière de gérer ses acteurs. Mais je reviendrai sur ce sujet-là dans le film d'aujourd'hui, puisque je commence tout de suite avec une grosse digression. Donc, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un film français, et donc nous sommes allés voir ce donc Cold Blood Legacy, ce qui m'a poussé, du coup, j'avais une idée de blog, d'audioblog à un moment donné, et je me suis arrêté parce que, figurez-vous que, quand j'ai vu la filmographie du réalisateur-scénariste, ça a orienté mon point de vue un peu différemment. En gros, avant de faire le pitch, Frédéric Petitjean, il a commencé dans les effets numériques, en fait, notamment dans les habillages de télévision, dans les années 90, quand ça a commencé à devenir très très important. Mais surtout, il est connu comme scénariste à la base. Hein. Il a notamment fait toute une période de sa carrière, entre, je crois, 95 et 2003, où il a été script doctor aux États-Unis, où il a même peut-être été script doctor sur des films comme Matrix, pour vous donner, donc c'est plutôt du bon taf. Script doctor, c'est grosso modo des gens qui vérifient le scénario sous différents angles. Alors vous avez le script doctor de base, qui est la personne qui va carrément travailler sur le scénario global, en donnant des conseils, des réécritures, des angles. Il y a le script doctor de la production qui, lui, va vérifier que les enjeux de la production sont toujours là. Si, là, par exemple, la production a choisi que, je dis n'importe quoi, telle paire de chaussures serait présent plus souvent parce qu'ils ont signé un contrat avec ASICS ou Reebok ou autre, ou Nike, le script doctor, il vérifie bien que c'est présent dans le script et que c'est bien pris en compte pour pas que ce soit oublié au tournage, évidemment. Il y a aussi des script doctors, et c'était son cas à lui, qui sont plus liés aux effets spéciaux, puisque lui, il travaillait en fait à vérifier que le scénario était bien adapté aux contraintes des nouvelles technologies numériques. Donc il voyait par exemple un effet spécial, donné X ou Y, puis il disait « Ah oui, mais en fait, pour le faire, tu pourras pas faire exactement comme ça, il faudra faire comme ci, comme ça, ah bah ça me va pas, on va faire plutôt comme ci », donc ça demande des réécritures du scénario en fait, pour l'adapter aux technologies et à leurs évolutions, à leurs possibilités et leurs limites, selon le script doctor. Et les techniciens, évidemment, c'est un travail assez fin.
Et il a fait ça donc dans une société franco-américaine pendant 7-8 ans. Il a ensuite été plutôt connu parce qu'il a été scénariste sur des films de cinéma, comme Madame Irma, un film de Didier Bourdon avec Didier Bourdon. Je ne sais plus si c'est de Didier Bourdon, mais avec Didier Bourdon qui a eu pas mal de succès, où il a été primé, il a gagné des prix pour ce scénario-là. Il a aussi plus récemment, je crois en 2014 ou 15, gagné un prix pour le scénario du film En Solitaire, où mon copain, dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est un acteur que j'aime beaucoup, je dis Xavier Duluc en tête, mais c'est pas Xavier Duluc du tout. Bref, qui joue dans Les Petits Mouchoirs aussi. Bon, un très bon acteur français qui joue dans Tell No One le rôle principal, mais ça me revient pas, tant pis. Et donc c'est un film sur un mec qui faisait une traversée en bateau, si j'ai bien compris. Et il avait donc gagné un prix pour ce scénario-là aussi. Et donc il arrive avec ce scénario original, Cold Blood Legacy, qu'il réalise lui-même pour la première fois. C'est son premier long métrage. Alors pourquoi j'ai besoin de vous parler de la filmographie de ce mec, de Frédéric Petitjean ? Tout simplement parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine du scénario. Être script doctor, ça fait beaucoup progresser, quel que soit le domaine du script doctor où on est, sur la lecture du scénario et sur la qualité d'un scénario. Il a écrit des scénarios qui ont été primés, donc c'est un type dont un point fort était clairement la capacité à écrire des scénarios au minimum solides, dans le pire des cas peut-être mauvais, mais en tout cas primé, apprécié par une partie de la profession et des gens qui financent la profession. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il peut faire grosso modo plus de scénarios et plus de films. Et je vous dis tout ça parce que paradoxalement, l'un des vrais points faibles de Cold Blood Legacy, c'est son scénar. Mais je vais pas tout de suite commencer la critique, on va plutôt vous donner le pitch. Henry est un tueur à gages. Après un nouveau contrat effectué, il retourne vivre dans le Grand Nord, seul dans une cabane de forêt. Un jour, il trouve non loin de chez lui une jeune femme durement blessée après un accident de skidoo. Il la recueille et la soigne. Très vite, un policier et un homme aux intentions floues sont à la recherche de la fille. Henry et la jeune femme commencent alors le jeu du chasseur et de la proie. Ce qui frappe tout de suite avec Cold Blood Legacy, c'est la qualité des images. La photographie est superbe, avec un jeu notamment sur les lumières de l'hiver, la neige en clair-obscur, aussi bien il y a quelques séquences de nuit qui sont magnifiques, les séquences où ils sont dans la cabane, donc la jeune femme et Jean Reno, ça fonctionne très très bien, il y a vraiment de très beaux plans, un jeu sur la lumière des flammes notamment, de la cheminée, une photographie notamment puisqu'il la soigne, hein, elle a des blessures graves et il la soigne, pareil les gros plans sur les blessures, sur le sang, tout est extrêmement léché, maîtrisé, c'est vraiment de la belle esthétique du cinéma, les plans sont très beaux, on a notamment un plan large sur les grands espaces enneigés, qui sont vraiment très beaux. Sur la cabane aussi, on a souvent un plan en face de la cabane, puisqu'elle est au bord d'un fleuve, d'un lac, qui est vraiment, pour le coup, très réussi, avec un ponton en face. C'est très efficace, comme à chaque fois, la construction des plans est très efficace, avec cette cabane au milieu d'une forêt très très dense, comme ça. Il y a un côté un petit peu lunaire qui est très réussi par ce choix de décor, et par le choix de la photographie, qui joue beaucoup sur les bleus et les contrastes orange et bleu, comme ça, très fort, et une mise en place des plans toujours très équilibrés. Il y a vraiment quelque chose d'académique, mais qui fonctionne à plein tube, c'est très beau. On a aussi un plan en hélicoptère, en plongée, sur une route de forêt, en montagne, au début, comme ça, très lent, où on voit le skidoo se déplacer, comme ça, comme dans une rue serpentine, au travers de la forêt, et pareil, ça fonctionne très très bien, on comprend tout de suite la sensation de s'enfoncer dans la nature sauvage, d'aller vers quelque chose de dangereux, c'est très réussi. Et on a comme ça, le film est vraiment bourré comme ça de plans très très réussis, vraiment léchés. C'est un vrai plaisir pour les yeux, hein. Ma femme est photographe et elle a beaucoup apprécié le film. Elle a beaucoup plus l'œil que moi. Et moi-même, j'étais souvent bluffé par la qualité vraiment de la photographie et des plans. C'était du très beau travail. La photographie qui est faite par Thierry Arbogast. Hein. Alors là, on parle de photographe français, de chef photographe français très renommé, qui a bossé avec Luc Besson, avec Mathieu Kassovitz sur La Haine, sur d'autres projets, enfin voilà, sur les gros projets français de ces dernières années, il a souvent été là, pas toujours, mais il a quand même un CV qui calme, et on voit la qualité de ce qu'il propose, tout simplement. J'ai pas regardé son CV, je le ferai probablement sur d'autres films à l'occasion, il n'y a pas de problème,
Mais rien que les films dont je me souviens de tête, voilà, le mec est très fort, quoi. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a taffé sur le 5e élément, c'est lui qui a taffé sur la haine, enfin vous voyez, quoi. Des choses très très différentes. Mais à chaque fois, une qualité de résultat bluffante. On a aussi une mise en scène qui n'est pas brillante, mais qui sert bien le propos. Elle est efficace sans plus, les plans sont bien construits, on sent la maîtrise du vocabulaire du cinéma, quoi. Les chants contre chants sont nickel, il n'y a vraiment rien à dire. Le film est globalement maîtrisé à cet endroit-là. Presque trop, mais j'y reviendrai après sur pourquoi je dis ça. Mais c'est impeccable, quoi. On a une scène notamment de confrontation entre la jeune femme et Henri, donc Jean Reno. Et à chaque fois que leur confrontation augmente, on a une construction différente des plans. Donc ça se renouvelle bien et c'est bien vu. Il y a des fois, ils sont dans le plan ensemble pour des raisons bien pensées. Il y a des fois, au contraire, ils sont en champ contre champ avec de vraies différences de cadre. Elle est sur le lit, comme ça, avec derrière le bois. Elle est comme coincée. Et à l'inverse, lui, il est assis sur une chaise, limite nonchalant. Derrière, il y a une fenêtre. Il y a quelque chose. Lui, il maîtrise le jeu. On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans un contexte, un contexte beaucoup plus calme. À l'inverse, elle a l'air complètement enfermée, emprisonnée, et pas dans son élément. En termes de sens et en termes de construction, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment très bien foutu. Et il faut rajouter à ça Jean Reno, hein, qui fait le taf. En tueur à la retraite, il est crédible de A à Z. En fait, pour faire simple, il est fidèle à lui-même. Il est massif, comme ça, toujours ce physique assez puissant, assez incroyable quand même. Il est charismatique, comme souvent. Mais, et je trouve que ça fait partie de son jeu aussi, il est un peu creux, comme souvent aussi. C'est pas forcément. Je trouve pas que c'est un acteur qui arrive à alimenter un rôle tout seul. Je sais pas si j'arrive à être clair. Je vais donner un exemple que je trouve, pour le coup, peut-être caricatural. Hein. J'entends qu'on n'ait peut-être pas ces sensations, mais je trouve par exemple que Tom Hardy, même dans les films où il n'y a pas grand-chose, il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose avec lui. Alors je sais pas, c'est assez impalpable souvent, c'est une manière de donner de la profondeur aux répliques, d'être un tout petit peu plus présent et impliqué peut-être. Je sais pas, peut-être qu'il compte pas seulement sur son charisme, j'en sais rien, mais je trouve que c'est une bonne comparaison d'un mec qui a vraiment la capacité dans un rôle d'apporter quelque chose de fondamental tout de suite. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et souvent, devant les films avec Tom Hardy, on finit par être persuadé qu'il se passe quelque chose. Même dans les films où lui fait finalement peu de choses. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Quand vient la nuit, où vraiment, pendant les 3/4 du film, il fait quasiment rien. Il est vraiment dans un jeu très très modéré, il joue quelqu'un de modeste, comme ça, d'assez timide. Et dans le dernier quart d'heure, sa personnalité se révèle. Évidemment, elle est contrastée, mais je ne veux pas spoiler le film. Et on y croit, c'est exceptionnel, alors qu'il donne quasiment rien. Et la fin du film, c'est pas un twist, hein, c'est pas du genre d'un seul coup on comprend. Il a réussi pendant tout le film à nous faire sentir qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce mec, de sombre, de dangereux, de complexe, de naïf, de beau aussi. Et l'acteur apporte énormément parce que les dialogues sont finalement très convenus dans ce film. Et à l'inverse, je trouve que Jean Reno, même s'il a vraiment du charisme et qu'il passe très très bien à l'image, il a pas ce truc en plus, je trouve, d'apporter quelque chose à un scénario qui à la base est, je vais lâcher le mot, un peu creux. Mais malgré tout, je trouve qu'il reste un des points forts du film, un des moments agréables du film, parce qu'il est bon, parce qu'il joue très très bien son personnage, et qu'il donne ses répliques avec conviction. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il apporte quelque chose en plus, mais je peux pas nier que il ne dessert pas le propos, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je dis même qu'il apporte du charisme, il apporte de la puissance à l'image. Ça c'est incontestable. Et sa voix, son élocution évidemment, hein, ce ton de voix bien rauque, bien profond comme ça. Vraiment, c'est le mec, quoi, l'homme, quoi. Et ça, il le fait très très bien, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que dans le rôle d'un tueur à la retraite, comme ça, un peu une vieille barbouze, on sent qu'il a connu la guerre, qu'il connaît le machin, il est crédible quasiment de suite. Et le film, une des grandes qualités du film est basée sur le fait qu'on arrive à y croire, d'une certaine manière. Pour le reste, c'est un peu dur, parce que c'est un premier film, mais je trouve que ça ne va pas. Le rythme, le casting, la direction d'acteur, tout semble fonctionner en automatique, et le film du coup est globalement mou. Ce que je veux dire par automatique, c'est que on sent qu'on maîtrise, les éléments de base du cinéma sont tellement maîtrisés, qu'à un moment donné, il y a plus ce petit truc en plus qui fait que ça finit par se marier. Tout fonctionne ensemble, de manière désunie. La photographie est belle, les plans sont beaux, l'acteur principal joue correctement, mais
bon, après, le reste du casting est assez déséquilibré, ce qui, quand même, n'aide pas. Mais on a quand même une sensation de creux, de vide, pendant quasiment dès le début du film, et ça ne nous quitte pas jusqu'au bout, même si on espère, parce que c'est un thriller, et que, par définition, il y a quelque part un suspense. Mais je reviendrai là-dessus, parce que même là, c'est pas très tendu. Grosso modo, ce que j'essaie de dire, c'est que l'intrigue est bien posée, hein, mais il n'y a aucune réelle tension qui se dégage du film, parce que le casting est globalement moyen, à l'exception de Jean Reno. Notamment un acteur qui joue un policier, je trouve qu'il est vraiment pas bon. J'ai pas réussi à croire en son personnage du tout, mais du début à la fin. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il est mal dirigé, puisque c'est peut-être une première réalisation pour Frédéric Petitjean, hein, donc peut-être qu'il découvrait peut-être globalement comment lui envisageait la direction d'acteur. Mais je trouve qu'il y a toute une intrigue avec ce policier qui fonctionne pas, parce que déjà au niveau du scénario, ça va pas très loin, et je comprends pas pourquoi on nous en parle autant. Honnêtement, à la fin du film, j'ai pas compris l'intérêt de suivre ce mec. Et en plus, l'acteur en lui-même est vraiment très très moyen, voire pas bon. Il dit ses phrases, en fait, il joue un acteur qui jouerait un personnage de policier cliché. Donc du coup, les quelques nuances qu'on voudrait avoir en nous donnant sa vie et tout ça, rien de nouveau, on a vu ça dans 15 thrillers, et franchement, ça apporte rien, en plus, au pire, à l'histoire, à la fin. Hein. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais je trouve que tout le casting est un peu comme ça en roue libre. Même Jean Reno, pour le coup, mais comme il sait faire ce personnage-là, il le fait très bien. Mais même la jeune femme qui est en face de lui, qui est correcte, hein, qui fait pas mal son rôle, au final, je trouve qu'elle était un peu seule à créer son personnage, quoi. J'ai vraiment la sensation que chaque acteur a fait un petit peu ce qu'il pensait du personnage, et qu'au final, c'était supposé se marier grâce au scénario, mais comme le scénario les sépare complètement, ou leur donne finalement une relation tellement convenue et attendue, que au final, on a un film creux qui arrive pas réellement à décoller, et qui trouve finalement pas son ressort qui ferait de lui un thriller réellement original. Mais je reviendrai là-dessus après. Il y a aussi la mise en scène qui est intelligente, encore une fois. Académiquement, elle est juste. Hein. C'est genre vocabulaire du cinéma sur 20. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la note. Le mec connaît le cinéma, il sait comment parler avec l'équipe pour obtenir des choses précises, ça se voit. Mais dès qu'on commence à rentrer dans des choses un peu plus abstraites, le jeu d'acteur, la tension émotionnelle d'une séquence, ou l'énergie d'une séquence, clairement là le film se dégonfle complètement. J'y reviendrai après. Mais du coup ça donne cette sensation d'une mise en scène où grosso modo il n'y a pas d'enjeu visuel, c'est-à-dire que ça fait juste avancer l'histoire, c'est bien fait, ça raconte. Alors quand je dis ça, il n'y a pas d'enjeu visuel, on va me dire, mais j'ai expliqué juste avant qu'il y avait une construction du plan qui était intelligente vis-à-vis de l'histoire et tout. Ça, c'est de la construction. Il faut bien faire la distinction entre la construction visuelle, plastique, le cinéma passe par l'image, donc il n'y a pas de problème, c'est important, c'est primordial même, mais il y a une autre chose qui est primordiale, c'est la tension émotionnelle, le fil assez abstrait qui fait qu'à un moment donné, on va être dans le film et qu'on va plus lâcher. Et là, à ce niveau-là, et c'est assez étonnant pour un scénariste, vraiment, le film n'en a pas. Il démarre un peu de manière plan-plan et tranquille avec une scène de meurtre, et qui est pas spécialement impressionnante. Hein. En fait, on nous explique après en quoi elle est impressionnante, mais honnêtement, je trouve pas. La scène est bien faite, encore une fois, c'est bien foutu, mais c'est pas non plus spectaculaire. Faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. C'est beau, mais c'est pas spectaculaire. Donc, on peut pas se rattacher au côté spectaculaire de cette séquence. Mais en plus, elle marque pas spécialement une tension parce qu'on ne sait pas qui est tué, pourquoi exactement. On ne le découvre qu'après, et finalement, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas bouleversant émotionnellement. On n'est pas spécialement dans une urgence du genre l'assassin a tué, puis après il doit s'enfuir, tataner 20 mecs et tout ça, il a du mal à s'en sortir. Tout roule très facilement, sans spoiler. Visiblement, il est tellement bon que voilà, personne ne capte rien quand il est dans le coin, donc ok, pas de souci, imaginons. Mais du coup, ça enlève beaucoup de tension au film. Le film démarre après, grosso modo, avec l'accident de Skidoo. Mais il décolle toujours pas. C'est-à-dire qu'on a toujours ce truc d'avoir un nouvel événement, après un nouvel événement, après un nouvel événement, mais le film ne fait vraiment pas attention à comment il va tenir ce fil émotionnel, et non pas seulement le tenir de manière intellectuelle, mais le tenir de manière émotionnelle pure. Qu'est-ce qui fait que dans l'intensité de ce qui est construit là,
on va avoir droit à être scotché à notre siège ou alors être face tout simplement à un bon thriller. Un bon thriller, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous garde dans l'histoire parce qu'il y a du suspense, parce que on arrive à être émotionnellement attaché aux personnages, aux enjeux et ainsi de suite. Là, le film, grosso modo, envoie ces enjeux de manière tellement intelligente, mais en même temps de manière tellement froide. Voilà, c'est ça. Le film, en fait, est froid. Il veut pas nous bousculer, il veut pas nous pousser à être proche des personnages. Et ça, par définition, c'est une erreur de base de mise en scène. La mise en scène, c'est la mise en tension de tous les éléments. L'image, le jeu des acteurs, la lumière, tous ces éléments-là, pour que dans l'image, au final, on ait de la tension, de l'émotion. Et là, vraiment, ce gap-là, cette sortie du texte, parce que là, je suis obligé de revenir, d'appuyer sur le fait qu'il est scénariste, visiblement, pour l'instant, alors peut-être que ce sera mieux dans son prochain film, parce qu'encore une fois, la photographie est très bonne, le mec a réussi à réunir des sous, un casting de qualité, donc il n'y a pas de raison, hein. Le film n'est pas honteux, mais il rate une base importante du cinéma, qui est la mise en scène, c'est la mise en émotion des choses, et à cet endroit-là, le film décolle pas. L'autre élément que je pourrais donner et qui explique un petit peu cette mollesse globale du film, c'est surtout le scénario qui est cousu de fil blanc, sans originalité ni scène réellement mémorable. C'est assez étonnant, hein. Il y a vraiment, avec l'expérience que ce mec a en scénario, c'est vraiment étonnant. Je peux comprendre la difficulté à diriger des acteurs, encore une fois, mais le manque de tension générale du scénario, de profondeur dans les dialogues aussi, honnêtement, hein. Je vais donner un exemple qui va vous donner un petit peu ce que je veux dire. Les métaphores du film sont toutes frontales, mais absolument toutes. Le personnage principal lit l'art de la guerre de Lao Tzu, donc tu comprends qu'il essaie de gagner de la profondeur, qu'il a une philosophie très forte de son métier d'assassin. Donc il pouvait pas lire autre chose que l'art de la guerre de Lao Tzu, hein. Il y avait pas plus subtil que ça. Parce que c'est le bouquin de tous les mecs qui vont te faire une métaphore dans les films sur à quoi sert la guerre, pourquoi, en même temps c'est stratégique, c'est très technique. Vous voyez, je veux dire, c'est le bouquin tarte à la crème par définition du gars qui veut réfléchir à son existence quand c'est un guerrier, quoi. Et en plus, tu comprends très vite qu'il y a une métaphore que Jean Reno, l'assassin qui va vivre tout seul au fin fond de la forêt, loin de l'humanité, donc qui visiblement a un jugement particulièrement sombre, hein, de l'humanité, puisqu'il tue des gens et ensuite il les fuit, donc ça veut dire que l'humanité, il l'aime pas beaucoup. Donc il a un côté comme ça qui est clairement loup solitaire, et ce loup solitaire rencontre un loup dans la forêt, quoi. Et même si on comprend le pourquoi dans le contexte du film, dans le genre métaphore qui en est finalement pas une, où te le montre frontalement pour être sûr que t'as bien compris ce que ça veut dire, c'est faible, c'est lourd. Tu rajoutes à ça dans le scénario que donc les métaphores sont ultra lisibles, tu rajoutes à ça que l'absence de quasi totale de croisement de tension, sauf à la fin, et en plus c'est mal exploité. Le croisement de tension, vous savez, c'est le fameux coup du le tueur est en train de poursuivre le ou la victime, et au même moment, le héros est obligé de se débarrasser de son chef qui l'empêche d'aller aider la victime pour de mauvaises raisons, parce qu'il n'a pas pu lui dire, vous voyez, croisement de tension. Il veut y aller, mais il y a des obstacles sur son chemin pour aider, et en même temps, on ne sait pas ce qui arrive à la victime, qui, en plus, on rajoute encore un élément pour rajouter de la tension, elle tombe, elle se fait mal au genou, donc elle n'arrive plus à courir. Le tueur, derrière, il est tout tranquille, il est en train de la courser, et elle ne peut plus courir, donc ça veut dire qu'il est en train de la rattraper. Vous voyez ce que je veux dire ? On croise les tensions. Et après que le policier réussit, ou le héros, ou l'héroïne réussit à se libérer de son chef, finalement elle a la voiture qui tombe en panne, vous voyez, tout ça, on rajoute des éléments pour rajouter de la tension, croiser les tensions, et donner cette impression, souvent en termes de montage, qu'on va être en retard, que le héros va pas y arriver, et si ça marche bien et qu'on a mis assez de doutes dans le film sur la qualité de danger que peut être l'assassin, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, on va avoir un certain suspense, on va se demander s'il va y arriver. Même si on sait, imaginons que ce soit un Bruce Willis movie, on sait qu'il va sauver la victime, on sait dans les Sylvester Stallone qui va sauver la victime 99% des fois, même si on sait que ça va arriver, le croisement de tension arrive à nous emporter, à nous y faire croire, en rajoutant une suite d'opposition à ce qui va, à la résolution, à ce qu'on aimerait qu'il arrive, c'est-à-dire que le héros, l'héroïne sauve la victime ou le victime. Donc voilà, tout ça pour dire, on pourrait avoir ça pour augmenter la tension, et c'est un outil de thriller extrêmement récurrent, et là, c'est pas présent. Encore une fois, c'est le film d'un scénariste, quoi. C'était pas si compliqué, ça.
Et en plus, les sous-intrigues qui rallongent clairement l'histoire artificiellement. Il y a toute une histoire autour de ce policier, je vous le dis, bon, voilà, qui est grosso modo en pleine séparation avec son collègue qui part à la retraite, blablabla. Je spoil à peine. Franchement, ça décolle jamais. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Si, c'est pour justifier qu'à la fin, il débarque. Mais honnêtement, on aurait pu avoir le bon vieux Deus Ex Machina de la police arrive, sans vraiment savoir pourquoi. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose au fond du film. Hein. Honnêtement, l'histoire du flic, elle m'a paru, mais à la sortie du film, mais d'un creux et d'un vide, au final. Sur le propos du film, en plus, je vois pas du tout en quoi ça parle du loup solitaire, ça. Enfin, si, un peu, parce que le mec est visiblement très solitaire et que c'est un peu pour ça qu'ils se sont séparés avec sa compagne. Mais visiblement, il regrette pendant le film. Et il a pas l'air d'être heureux du tout, donc le côté solitaire se pose là, hein, contrairement à Jean Reno, qui, lui, assume complètement du début à la fin, de visiblement aucun regret avoir été un assassin solitaire, ainsi de suite. Alors, je spoil à peine, mais... parce que je pense que ça pose pas de problème, le film est sans surprise, encore une fois. Et en parallèle de ça, on a l'histoire d'un garde du corps, je spoil à peine, qui est plus ou moins à la recherche de la jeune femme, alors on sait pas trop s'il veut la tuer ou autre, machin. Je vous laisse découvrir ça. Et pareil, ça mène vraiment... Il y a toute une montée autour de ce gars-là, en mode... c'est un grand black, comme ça, il est un peu badass, comme ça, c'est correct, qui mène finalement à rien de réellement intéressant. En fait, honnêtement, on dirait un scénario de court-métrage qui a été rallongé pour faire un long-métrage. Et ce que je vous dis est faux, hein, c'est parce que c'est un film qui a touché une subvention d'aide au développement du CNC, du Centre National de la Cinématographie, pour les longs-métrages de cinéma. Donc c'était clairement, dès le départ, un long-métrage. Au point qu'on l'a subventionné, bah écoutez, perso, je reste dubitatif sur le pourquoi on l'a subventionné. Tant mieux pour le gars et tout ça, mais au vu du résultat, je reste surpris. Je pense que le scénario doit avoir d'autres qualités, notamment au départ. Encore une fois, c'est vraiment surprenant pour un scénariste, mais l'intrigue du policier, donc du fameux, de l'autre gars qui cherche la fille, ça apporte rien au final. Hein. Et quelque part, c'est décevant parce qu'on pourrait accepter un build-up de tout le film et qu'il soit lent, académique, un peu mou, si à la fin, il y avait une récompense, quoi. On avait de ça un twist, une force, on se disait « Ah ouais, d'accord, on reconstruit tout. Hein. » Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, clairement, non. Honnêtement, non. Je trouve que c'est un film... La fin, on dirait un film, une fin à la française. Vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça me fait penser à trop de films. Il y a un côté... trop orgueilleux pour oser prendre des risques et éventuellement se planter, et en même temps trop humble pour oser affirmer un point de vue tranché, et du coup, cette contradiction-là aboutit à une forme de mollesse générale. C'est important d'avoir de grandes ambitions sur un film et tout ça, et on sent que vraiment Frédéric Petitjean en avait sur ce scénario, clairement, hein, puisqu'il a fait une aide à développement qu'il a touché il y a 3 ou 4 ans, donc c'est un film qu'il a écrit pendant longtemps. Donc il voulait vraiment lui raconter quelque chose de séminal qui lui tient à cœur, c'est évident. Mais je crois que l'orgueil n'était pas au bon endroit. C'est-à-dire, entre un scénario qui devait... C'est bien d'avoir un scénario bien écrit, mais c'est plus important d'avoir l'énergie ensuite de mettre ça en scène avec tension. Et visiblement, je pense qu'il a pas su anticiper ça. Et il faut rajouter à ça que du coup, au final, ça donne au film un côté très prétentieux, parce qu'il y a une très belle photo, parce qu'il y a Jean Reno, parce que les plans sont très bien posés, parce qu'il y a une sorte de lenteur comme ça qui se fait croire qu'elle est extrêmement intense, alors qu'en fait elle n'est pas du tout. Du coup c'est un film qui va se faire un peu descendre parce que il a un côté complètement prétentieux de ce qu'il arrive à provoquer chez le spectateur. Et ça c'est terrible parce que ça va vraiment avoir ça va vraiment donner au film une mauvaise réputation à mon avis. De toute façon au niveau des notes il se fait pas tuer, mais ça se passe pas très bien. Mais honnêtement je comprends hein, au vu du résultat. Et pire encore une fois pour un mec qui est scénariste à la base, le film ne propose vraiment rien d'original concernant le genre du thriller. Le film donne vraiment l'impression d'être prétentieux dans son ampleur, alors qu'en fait il est assez lambda comme thriller, hein, franchement. Hein. C'est comme si que le film était en mode t'as vu ces belles images et ce beau cadre et cette intrigue à 3 niveaux de lecture alors qu'en fait tout a été déjà fait en mieux ailleurs, honnêtement. Hein. C'est vraiment bizarre pour un scénariste qui a taffé aux States, sur des scénarios visiblement ambitieux. Le scénario donne l'impression de ne pas connaître le genre. Je vais donner un exemple tout con, mais il y a des méthodes toutes bêtes qui servent à maintenir la tension dans un thriller.
Alors, entre autres, hein, je n'ai pas un catalogue exhaustif de toutes les techniques. Mais grosso modo, en plus, ces techniques, elles doivent correspondre avec le sens du film. Donc, on peut pas les mettre dans tous les trailers et espérer que ça marche. Hein. Il faut utiliser ces techniques si elles correspondent à ce qu'on essaie de faire. Je donnais un exemple avant, c'est croiser les tensions. Hein. Ça augmente de facto la tension dans un thriller, notamment. C'est très efficace, notamment dans un thriller qui est supposé se baser sur le suspense et non pas sur l'action. Il y a aussi le fait de créer des fausses pistes. Par exemple, c'est une bonne idée hein, dans le film d'avoir ce huis clos dans le Grand Nord comme ça. C'est très intéressant. Mais pour que ça fonctionne complètement, et là le film ne le fait pas aussi, il faut savoir créer un doute sur l'identité des personnages, et pas seulement un doute sur l'identité d'un personnage. Il faut que ça aille plus loin que ça. Parce que ici, finalement, l'identité du personnage, non seulement est sans surprise et évident, mais en plus, il n'y a aucun trouble dans le film sur ce que ça va finir par donner. À la fin. Et ça, c'est très décevant. Il y a une autre technique encore pour mettre de la tension dans un thriller, c'est le fameux l'ennemi, l'antagoniste qui est insaisissable, imbattable. Ça augmente par définition la sensation de danger, la difficulté qu'ont les héros pour le battre, etc. etc. Alors ici, il faut être clair, dans Cold Blood Legacy, il y a bizarrement une volonté de réalisme, l'enquête policière notamment, qui se déroule sur plusieurs semaines, plusieurs mois, visiblement. Mais cette volonté de réalisme, elle est bizarre aussi parce que beaucoup d'éléments du film sont farfelus. Hein. Il y a notamment l'utilisation d'une balle de glace à un moment donné pour un assassinat. Le fait que Jean Reno soit un peu un fantôme à un moment donné dans la forêt, vous le voyez se battre avec des gars, avec un adversaire, et puis il se balade dans la forêt comme ça, on a l'impression qu'il est insaisissable. Ça fait très effet spécial, ça, quand même, quoi. Le type, il a 50 balais, il est coursé par un gamin beaucoup plus jeune, et il arrive à lui tourner autour sans que l'autre, il pige rien dans la forêt. Donc, vous voyez, ça lui donne un côté omniscient, surpuissant, qui est clairement un effet de cinéma de genre. Et ça contraste complètement avec cette enquête de policière qui est lente et qui a l'air se dérouler sur plusieurs mois. Voilà, le mec, c'est un vrai flic, il a d'autres boules à faire, il va pas se contenter d'une seule enquête à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est complètement vraisemblable, mais qui, pour le coup, dans ce film-là, ralentit artificiellement la narration, puisque finalement, ça apporte pas grand-chose. La vie de ce flic est pas très intéressante, in fine. Et du coup, ça fait un contraste bizarre où t'as ce fond qui est irréaliste du film, qui va se contraster avec une tentative de vraisemblance finalement mal amenée et qui apporte pas grand chose au film. Du coup, j'ai presque envie de dire que le film ne sait pas le ton qu'il va avoir, en fait. Il sait pas s'il veut être un thriller lent, réaliste, comme ça, froid, et qui aurait donc une fin glauque, vous voyez, qui fonctionnerait, parce qu'elle serait vraisemblable, un peu à la manière de ce qu'on avait eu dans la série True Detective, ou s'il veut être clairement un thriller un peu plus fantastique, un peu plus invraisemblable, mais qui va jouer sur le fait d'avoir des assassins extraordinaires. Le mec, vous voyez les trucs du genre qui sont complètement absurdes, le meilleur assassin du monde, et ce genre de bêtises, mais qui vont donner du coup de l'intensité à la narration parce qu'il est imbattable, parce que il a l'air d'être omniscient, parce que les adversaires en face ou les gens qui vont se confronter à lui, la jeune femme et d'autres, vont être pris au piège. Il a l'air d'être imbattable. Vous voyez, on joue ça à fond et ça donne un autre ton au film, c'est un autre type de narration, et dans les deux cas, que ce soit plus vers la vraisemblance ou plus vers la fantaisie, ça donne des films excellents, des chefs-d'œuvre absolus, donc c'est pas un problème. Mais là, le film hésite tellement entre les deux, il ignore tellement le ton qu'il va aborder, qu'au final on obtient un film, encore une fois, mou. Un autre élément qui fonctionne très bien, c'est de croiser les informations et les désinformations. Ça marche très bien, ça, dans un thriller. Quand le flic cherche des infos et qu'en fait, on lui dit des trucs, il a des fausses pistes, des choses qui fonctionnent pas. Ou dans un huis clos entre deux personnages qui sont seuls dans la forêt, il faudrait clairement qu'il y ait un travail sur les deux, sur leur psychologie, que les deux aient des doutes à des moments donnés. Or là, le film va complètement dans une ligne droite. Je veux pas spoiler, mais les personnages ont finalement aucun doute de qui est qui. Ils finissent par se le révéler, et c'est pas du tout étonnant, surprenant ou tendu. Ça apporte que dalle. Alors, c'est clair que les croisements d'infos des informations, c'est plus chaud à gérer scénaristiquement. Ça peut créer des pertes de repères chez les spectateurs en général, donc il faut faire gaffe. Il faut bien mesurer ces pertes de repères, parce que l'objectif, c'est quelque part de réussir à le surprendre face à des histoires qu'il a vues des milliers de fois. Hein. Mais pour ça, l'histoire doit avoir des rebondissements, des contretemps, des obstacles. Elle doit être riche en événements signifiants. Et là, vraiment, c'est pas le cas ici. Hein.
C'est un film qui pense inventer le thriller. Et je sais que ce que je dis là est dur, a l'air insultant par rapport à Frédéric Petitjean, mais pas du tout. C'est la sensation que m'a donné le film, in fine. Je sais très bien que Frédéric Petitjean est plus humble que ça, plus intelligent que ça, et qu'il a conscience de ne pas inventer le thriller et de ne pas, inventer l'eau chaude avec son histoire. Mais visiblement, il n'est pas allé assez loin, ni dans son scénario, je suis obligé de le dire, ni dans sa mise en scène, ni dans son appréhension de la mise en action de son histoire, pour qu'on n'ait pas cette sensation-là. Cette sensation d'avoir un film qui pète plus haut que son cul, tout simplement. Alors je suis méchant, hein, encore une fois, parce que c'est un premier film, et même si c'est un scénariste, c'est toujours plus difficile de prendre du recul sur son propre scénario. Hein, encore une fois, le script doctor, il analyse des scénarios des autres. Hein. Le recul est beaucoup plus facile. Hein. Vous savez, c'est le fameux coup de voir le dessin de quelqu'un et dire « Ah, ben, c'est de la merde ». Par contre, face à ça, on fait un dessin, même si on ne sait pas du tout dessiner, on va avoir une appréhension beaucoup plus modérée, beaucoup plus douce, beaucoup plus compréhensible envers soi-même, parce qu'on est soi-même, tout simplement. Et qu'on va avoir naturellement un recul de gentillesse et de douceur envers soi-même. C'est normal, hein. Parce que faire un objet créatif, même le plus anodin qu'il soit, on y implique de l'intime. C'est comme ça, on ne peut pas se retenir de le faire. C'est là où le geste créatif est assez incroyable, assez exceptionnel en soi. Mais peu importe, c'est un autre débat, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que de facto, c'est plus facile d'avoir du recul sur des objets qui nous sont totalement extérieurs, donc le scénario de quelqu'un d'autre, dans le meilleur des cas qu'on ne connaît pas du tout. Là, on va forcément voir les choses avec plus de facilité. Les problèmes de structure, les problèmes d'écriture, les problèmes de forme, les problèmes de mise en scène, a priori, qui vont arriver à partir de telles idées de scénario et blablabla. Vous comprenez l'idée. Donc c'est toujours plus facile d'avoir du recul sur d'autres scénarios. Là, visiblement, Frédéric Petitjean a eu du mal à avoir du recul sur ce scénario, qui est le sien, mais ça peut se comprendre. Et évidemment, ça explique tous les problèmes que j'ai évoqués avant, le manque de croisement de tension pour dynamiser le récit, etc. etc. Je tiens à dire seulement qu'au départ de ce podcast, je voulais faire un podcast en mode les conseils que je me donnerais à moi-même si c'était mon premier film, puisque j'espère un jour faire un long métrage de cinéma, faire un court métrage déjà pour commencer, puis faire un long métrage, j'espère plus tard. Et je dois admettre que, encore une fois, j'avais remarqué que c'était un premier film très tôt, sans forcément m'intéresser à la filmographie, à l'expérience, à la vie professionnelle de Frédéric Petitjean, et du coup je m'étais dit, en voyant le film, je me disais, c'est un premier film, ça se voit. Et du coup, je voulais faire un podcast en mode, si c'est comme pour moi, comme Frédéric Petitjean a eu la chance de faire son premier film et que j'espère le faire un jour, si mon film ressemblait à ça, in fine, quels conseils je me donnerais? Et donc, je voulais donner les conseils de ce que je vous ai dit avant, mettre des croisements de tension, vérifier que le chemin des personnages est réellement original, intéressant, en prenant chaque ligne, chaque trajet des personnages dans le film et admettre que si un trajet d'un personnage n'est pas intéressant, le virer du film. Enfin, vous voyez ce genre de choses. J'aurais fait sous forme de me donner des conseils. J'aurais donné comme conseil, par exemple, de regarder des bons thrillers avec des tueurs à gages et comprendre comment ça marche. En termes de mise en scène, en termes d'écriture. Je me serais dit qu'il faut que je mette à plat chaque trajet de personnage, comme je vous ai dit. Et si le trajet n'est pas passionnant, le retirer tout simplement du scénario parce qu'il n'apporte rien, etc., etc. Mais quand j'ai vu la filmographie, l'expérience de Petitjean en tant que scénariste, et qu'il avait déjà écrit des scénarios de long métrage qui avaient été primés en plus, ça m'a un peu échaudé. J'avais besoin du coup d'en parler autrement. Après, encore une fois, je dois me modérer. L'idée du huis clos dans la forêt glaciale, là, dans une cabane en une seule pièce, avec le meilleur tueur du monde, grosso modo, c'est vraiment très intéressant. Ça peut vraiment donner un super film. Et ça donne probablement les scènes les plus intéressantes du film, à tous les niveaux. Hein. Je veux pas spoiler cette relation, comment elle évolue, parce qu'il se passe des choses quand même très particulières. Mais il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très très intense de cette relation-là. Probablement que le film aurait été meilleur si on était resté que dans la cabane, je pense. Et qu'on ait eu finalement très peu ou pas du tout d'intervention de l'extérieur, que ce soit juste tous les deux ils parlent. Elle dirait oui, il y a des gens qui sont à ma recherche, vous voyez ce que je veux dire, telle personne, vous la connaissez, ah oui, effectivement, il la connaît, vous voyez, ça aurait été marrant d'aller dans ce sens-là, on aurait eu une sorte de claustrophobie avec de l'antagonisme, des différences, des tensions, qui auraient été démultipliées parce qu'on sortirait pas de la cabane, et il aurait fallu rendre la cabane à chaque fois intéressante en termes de mise en scène et tout.
la donner à la redécouvrir de manière étonnante dans le cadre et tout, bref. Il y avait vraiment quelque chose de quasi théâtral, mais qui aurait pu être hyper fort. Voilà, et du coup, on est d'accord, quoi. Petit Jean avait en tête visiblement un film académique, lent mais puissant, tendu. Alors pourquoi pas? Moi j'adore les films lents et puissants, hein. Usual Suspect, c'est un de mes films favoris. Avalon de Mamoru Oshii, c'est un film ultra lent, je le trouve extraordinaire. J'adore Incassable de Nia Shyamalan, alors qu'il a vraiment un rythme académique de base. Sonatiné de Takeshi Kitano aussi, c'est très lent, mais je trouve que c'est exceptionnel, etc. Donc j'ai aucun problème avec les films lents. Mais tous ces films, entre guillemets, lents, ont un point commun. C'est des films qui sont conscients de leur genre et de ce qui les rend originaux dans ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils connaissent les ficelles de ce genre. Ils les ont au minimum étudiées avant de faire le film. Les réalisateurs avaient conscience de où ils mettaient les pieds, dans quel monde les spectateurs étaient posés quand ils voyaient ce genre de film. Et à chaque fois, on sent vraiment une conscience, même chez Mamoru Oshii, qui a l'air de faire des films complètement autistiques, parce que c'est lui qui a fait notamment Ghost in the Shell 1 et 2, les films d'animation, entre autres. Les Pat Labor qui sont aussi exceptionnels, qui ont l'air d'être des films autistiques parce qu'ils sont lents, le mec il se permet de faire des couloirs dialogués de 10 minutes, complètement où les personnages parlent de philosophie frontalement, et ça finit par fonctionner parce qu'il a conscience que il va créer un contraste et il va vous mettre des scènes d'action dingues dedans, des scènes spectaculaires. Il va essayer de récompenser votre attente à un moment donné, parce que lui-même apprécie ça, mais aussi parce qu'il sait que le public est en recherche aussi de ça. D'être récompensé de manière spectaculaire quand il a attendu, quand on l'a mis face à une situation lente, qui met du temps à se construire, qui aborde des concepts parfois un peu complexes. Bref, c'est des réalisateurs qui ont conscience, que ce soit Bryan Singer, que ce soit Mamoru Oshii, Night Shyamalan ou Takeshi Kitano et d'autres, que si la narration est lente par rapport à la moyenne des narrations qui se passent au cinéma à ce moment-là, dans leur période, dans les périodes où ces films ont été faits, il faut savoir récompenser cette attente et cette patience que le spectateur va finir par donner. Surtout si on arrive à tendre la narration. Je ferme la parenthèse, parce que évidemment, chacun des films dont je vous ai parlé là réussit à créer un suspense à un moment ou à un autre qui fait qu'on attend de savoir ce qui va se passer. Et là-dessus, Frédéric Petitjean aurait pu prendre des leçons, mais je pense qu'il connaît ces films-là, hein, je ne veux pas faire mon malin. C'est juste une réalité, je pense qu'il n'avait pas assez conscience au moment de l'écriture du scénario, du genre où il se trouvait et de ce qui aurait rendu son film éventuellement original. Un huis clos avec un tueur où on voit que 2 personnages pendant 1h30, je vous dis que ce film on en aurait parlé. Et Cold Blood Legacy, La mémoire du sang, titre nickel, qui fait vraiment film de genre. Le film, c'est... il la cherche dehors, on la voit même pas le chercher, ils rentrent tous les deux dans la cabane, début du film. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a une autre intensité. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est une coproduction américaine assumée. Le film est en américain, comme je vous l'avais dit, avec des acteurs anglophones. Malheureusement, je trouve que ça comme le film est mal maîtrisé en termes de mise en scène, ça donne une touche mauvais film américain. Vous voyez, ça range ce film-là directement dans les séries B lambda, comme des millions d'autres films qui sont directs sur Internet, hein, qui viennent des États-Unis, alors que quand même, le film avait visiblement de hautes ambitions, que ce soit la photographie, le cadre, la performance de Jean Reno, la recherche d'ampleur dans la mise en scène. Il y a vraiment une recherche de ça, hein. Il n'y arrive pas, mais parce qu'il n'arrive pas à gérer l'acting, mais il y avait vraiment ça. Donc je conclurai en disant que ce Cold Blood Legacy n'est pas un mauvais film, en soi. C'est juste un film très moyen, et qui va donner l'impression de réinventer le thriller, alors que c'est des choses qu'on a vues 1000 fois ailleurs, en mieux fait. Donc, monsieur Frédéric Petitjean, est-ce que j'ai envie de l'encourager? Absolument, parce que je pense qu'il y avait des belles choses dans son scénario, et que c'est pas les bonnes choses qu'il a poussées, malgré son expérience. J'aurais envie de voir un autre film de lui parce qu'il a su trouver les moyens d'avoir tiré Arbogast et un superbe travail sur la photographie. Et clairement, il a de très belles images en tête, ce mec, hein, Frédéric Petitjean. Donc, je serais curieux de voir un autre film de ce mec. Est-ce que je vous conseille d'aller voir Cold Blood Legacy au cinéma? Ouais, si vous avez envie de voir des beaux plans. Mais je trouve le film trop mou, trop, lent, dans le mauvais sens du terme, pour le conseiller à aller voir. C'est terrible, hein, parce que les films de genre français auraient besoin de spectateurs, mais là, honnêtement, à moins d'être fondu de l'industrie et d'avoir absolument envie de voir du cinéma de genre en France, je ne peux pas vous le conseiller. Il y a d'autres films plus intéressants actuellement en ce moment, même si c'est des films d'entertainment, mais si c'est pas des thrillers. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous savez, la Sainte Trinité, hein, Instabook, Facer
et Tweetgram, hein, donc n'hésitez pas, partagez, likez, ainsi de suite, c'est très gentil, c'est cool, mais n'hésitez pas surtout à commenter, c'est ça qui m'intéresse le plus. Si vous avez vu ci mais que vous en avez un avis différent ou simplement vous voulez donner mon avis, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un épisode de HO. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous les amis. Ciao ciao.